Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, c'est fait en France, la télé par Origine France Garantie, en direct depuis le MIF Expo, le salon du Made in France à la porte de Versailles. C'est au Hall 3, c'est jusque lundi soir. Plus de 1000 exposants et près de 100 000 visiteurs vont venir ici rencontrer ce que la France sait faire et propose de meilleur. C'est ici que on va pouvoir rencontrer tout cet univers du Made in France. On va parler d'une conférence qui est co-organisée avec Marianne. Marianne, partenaire média de ce salon depuis quasiment la première édition. Et comme le rappelait Natacha Polony hier, quand on s'appelle Marianne, comment ne pas être partenaire du salon du Made in France? On va pouvoir parler notamment d'un observatoire qui est à découvrir dans Marianne actuellement. Et surtout, pour représenter Marianne, j'ai le bonheur d'être avec Franck Dedieu, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonjour Franck, merci d'être avec Anthony. nous. Merci. Je le disais, on va présenter nos invités, mais on va parler de cet observatoire sur le patriotisme industriel. Pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Laure Lechartier. Bonjour, merci d'être avec nous, directrice des affaires publiques UPSA. UPSA qui d'ailleurs expose ici au salon du Made in France. À vos côtés, Olivier Ducatillon. Juste là, à côté de Franck Dedieu, vous êtes président de l'UIT, mais également chef d'entreprise, notamment sur le lin. Bonjour à tous et ravi d'être là à vos côtés. Merci Olivier Ducatillon et Olivier Remoissonnet, dirigeant de Biosepti, la brosserie française. On est à côté de Beauvais et une marque qui est également présente sur le salon au-delà de Biosepti, ce sont les vertueux et les vertueuses. Vertueuses. Les vertueux. Les vertueux. Petite nouvelle marque qui fait déjà beaucoup de bruit. On va en parler dans quelques instants. Franck, je le disais, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et chez Marianne, il y a eu cet observatoire qui a été lancé concernant le patriotisme industriel. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur de lire Marianne, et vraiment on l'encourage à le faire parce que vous avez vraiment réalisé des dossiers passionnants sur tous les derniers numéros et sur ce numéro spécial MIF Expo. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'univers du fabriqué en France, lisez Marianne. Quelles sont les grandes leçons? Comment ça s'est passé cet observatoire? Alors d'abord quelques mots sur la méthode utilisée qui est très particulière. Nous avons lancé ce classement exclusif des 40 premières sociétés industrielles françaises. Et la singularité de ce classement, c'est qu'il n'y a rien de subjectif. Tout est fondé sur des données qui sont publiées dans leurs documents de référence déposés auprès de l'autorité des marchés financiers. Alors la difficulté, et je dois vous avouer, Anthony, que c'est un vrai travail de bénédictin, c'est d'aller chercher ces chiffres. Ces chiffres sont relatifs à quoi? Eh bien à tout ce qui renvoie à la localisation et à la fabrication des sociétés. Ça veut dire concrètement la répartition des effectifs en France et à l'étranger, la répartition des actifs et la répartition du chiffre d'affaires. Là-dessus, c'est pas facile à trouver parce que ça ne s'est pas présenté aussi facilement. C'est un travail donc assez long, 40 sociétés. Ce qu'il en ressort, alors je vous dis les noms, vous les connaissez tous. Il y a Hermès, L'Oréal, Danone, Capgemini, Air Liquide, Sanofi, Seb, Airbus, Saint-Gobain. Vous les connaissez, elles font partie de ces fleurons industriels français. Et qu'est-ce qu'il en ressort en quelques chiffres? Encore une fois, ce sont des chiffres qui n'ont rien de subjectif. C'est ça, c'est vraiment factuel. Extrêmement factuel. Ce qu'il en ressort est assez affolant. Nous avons calculé la variation des effectifs en France entre 2013 et 2023. 2024, puisqu'il s'agit du 31 décembre 2023. 10 ans. Vous avez le résultat suivant. En France, ces 40 sociétés industrielles ont baissé leur effectif de 24 000 personnes, soit 3% de baisse. Au cours de la même période, les effectifs à l'étranger ont augmenté de 40%. 720 000 embauches en plus. Ça veut dire que ici, vous avez une attrition salariale et là-bas, vous avez une explosion des effectifs. Alors, on y reviendra, il s'agit de la somme de ces 40 sociétés. Bien sûr,
derrière cette somme se cachent des disparités importantes. Vous avez des sociétés, notamment comme l'automobile, comme Stellantis, dont les effectifs ont baissé de 44 000. Ça ne veut pas dire 44 000 délocalisations. Ça ne veut pas dire 44 000 suppressions de postes. Ça veut dire que nous avons fait la photographie des effectifs en France en 2013, et puis nous l'avons faite également en 2023 pour regarder la différence. Et donc ça, c'est assez saisissant. En particulier dans l'automobile, vous avez le trio Stellantis, Michelin, Renault. On reparlera de Michelin. 27% des effectifs depuis 10 ans. En dépit des bonus écologiques, des aides accordées. Donc il y a une forme tout de même, je dirais, d'ingratitude des constructeurs et plus généralement des industriels. Je pense à la 208 et à la Clio qui sont fabriquées en Slovaquie, au Maroc ou en Turquie. Et puis vous avez tout de même, parce que tout n'est pas noir, quelque chose est un peu blanc-rouge, vous avez les trios de tête de notre classement, c'est Hermès, Kering et Dassault Aviation, qui sont en très forte augmentation de leurs effectifs. Et elles ont une particularité, et c'est pour ça quelque part c'est assez réjouissant, c'est qu'elles ne sont pas fermées aux autres. Elles sont à la fois embauchées dans leur propre pays, donc fait preuve de patriotisme, mais sans se fermer par ailleurs. Elles ont par ailleurs augmenté leurs effectifs dans d'autres pays. Et elles ont augmenté au cours des 10 ans, qui sont la période de notre observation, leurs bénéfices multipliés par 6. Donc on peut être, la leçon de l'histoire, c'est qu'on peut être patriote et on peut aussi, je dirais, faire des bénéfices. On peut associer, je dirais, le business et puis l'idée d'appartenance. Alors, on rentrera peut-être dans les détails, mais pour revenir à notre sujet qui est de se poser la question de savoir est-ce que les patrons sont patriotes? Parce qu'ils disent à longueur de temps qu'ils sont attentifs aux produire en France, mais les résultats très factuels vont à rebours de ces dires-là. Et quelque chose est en train de changer. Alors, vous avez, je dirais, il y a 5 ou 6 ans, un vrai discours qui était encore présent et qui était hérité des années 90. C'était celui, en gros, que j'ai appelé celui de Carlos Ghosn, qui était le patron de Renault, et qui avait écrit un livre qui s'appelait « Citoyens du monde ». Et c'était assez habile, c'était une sorte de martingale patriotique ou de martingale universaliste qui consistait à dire ben moi je suis ouvert sur le monde, je suis généreux, je pense pas simplement à mon voisin, je pense aussi à mon prochain. Et donc c'était un moyen assez habile finalement de se montrer citoyen du monde, ouvert, universaliste, et puis effectivement de trouver de la main-d'œuvre à bas coût pour à la fois maximiser son profit et se présenter sous un jour très favorable. Et tout cela est un peu en train de changer, pour terminer sur une note positive, Anthony. C'est que vous avez l'idée qu'il y a de la part des patrons une forme de responsabilité politique et de responsabilité économique de s'insérer dans leur tissu parce qu'ils se doivent tout de même un certain devoir. Le sociologue Émile Durkheim disait « Le patriotisme, c'est un amour-propre social, c'est-à-dire une sorte de fierté conjuguée au pluriel. Ce qui veut dire qu'on n'a pas simplement des droits, celui d'aller investir où on veut, celui aussi de sortir le produit que l'on veut, mais on a aussi un certain nombre de devoirs à l'égard de ceux avec lesquels on participe à la chose publique. Et puis, enfin, né de la part des mêmes patrons, c'est assez paradoxal, parce qu'ils ont joué de tous leurs sous la carte du libre-échange et de la mondialisation, heureuse ou malheureuse, mais aujourd'hui, ils demandent eux-mêmes des protections. C'est le cas de Michelin. Il dit, regardez, moi je suis contraint de supprimer des effectifs parce que je suis face à une concurrence déloyale. Et se pose la question de savoir, est-ce que l'Union européenne, qui est le cadre dans lequel se déroule le libre jeu de la concurrence ou de la protection, est un cadre suffisant? Je prends juste pour terminer, Anthony, l'exemple des droits de douane
à l'égard des voitures chinoises à l'échelle européenne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et que le secteur automobile est en train de supporter, le secteur automobile français, c'est que les sociétés chinoises prennent acte de ces droits de douane si elles veulent exporter en Europe leurs voitures électriques, mais il se trouve qu'elles arrivent à fabriquer sur le sol européen leurs propres produits. Où ça? Pas en France. Dans des pays, par exemple, comme en Pologne, où vous avez une décote salariale extrêmement forte entre la France et la Pologne en ce qui concerne le coût du travail. Et donc, quelque part, vous avez des entreprises chinoises qui peuvent à la fois contourner les droits de douane qui sont imposés à l'échelle européenne, fabriquer à bas coût en Europe et inonder le marché français, sans que cela, à la fois, protège les industries européennes et protège les salariés français, qui se retrouvent considérés comme trop chers par rapport à leurs voisins, non pas chinois, leurs voisins européens. C'est tout le paradoxe. Donc se pose la question de savoir, est-ce que le patriotisme, qui est à la fois maintenant, je dirais, accepté par tous, à l'encontre du libre-échange, à l'inverse du libre-échange, est-ce que l'échelle européenne est une échelle suffisante pour pousser les uns et les autres à produire français? Voilà, je lance ce débat qui, à mon avis, qui sous ses dehors un peu techniques, est absolument capital. C'est-à-dire qu'il y a un consensus pour abandonner le libre-échange, tant mieux, un consensus pour dire qu'il faut protéger les industries et protéger les salariés, mais il n'y a pas encore un consensus, et c'est très complexe, parce qu'en vérité, cette question est absolument essentielle. Dans quel cadre les protéger? Est-ce que c'est à l'échelle européenne? Est-ce que c'est à l'échelle nationale? Voilà. Merci Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, pour cet état des lieux et puis le partage de l'analyse de cet observatoire, on le rappelle, basé uniquement sur des faits factuels, mais en revanche qui a demandé des mois et des mois d'enquête pour pouvoir rendre cet observatoire avec des résultats sérieux. On note que ce n'est pas parce qu'une entreprise crée de l'emploi à l'étranger qu'elle ne peut pas en créer en France et que ce n'est pas mathématique, ce n'est pas parce qu'on le supprime en France qu'il est nécessairement basculé à l'étranger, que se pose la question de ces entreprises qui peuvent bénéficier d'aides d'État qui malheureusement ne vont pas toujours jouer le jeu. Et puis une autre ligne aussi qui a été prise en considération dans cet observatoire, et c'était honnête de le faire, c'est de se poser la question, est-ce que les effectifs sont corrélés au chiffre d'affaires, aux évolutions de chiffre d'affaires, et là-dessus, vous avez pu apporter ces réponses. Effectivement, la question est de savoir comment on encadre mieux tout cela sur l'Europe, mais aussi de savoir comment, en France, si les grands patrons sont-ils patriotes ou non. C'est quand même le bon lieu, ici, au Salon du Made in France, pour se poser la question. Je me tourne vers vous, Laure. Vous êtes directrice des affaires publiques pour UPSA. UPSA exposant au Salon du Made in France. Alors, vous n'avez pas le droit de vendre de médicaments sur un salon, mais vous êtes quand même exposant pour montrer que vous êtes pleinement dans cet univers du fabriqué en France. Vous étiez d'ailleurs lauréat lors de la grande exposition du fabriqué en France à l'Élysée. On va rappeler qu'UPSA, ça a toujours fait que du Made in France au niveau de ses gammes et qu'en plus, il y a même des efforts de relocalisation. Oui, absolument. Donc, UPSA, depuis 90 ans, produit en France. Donc, pour nous, le produire en France, je dirais, c'est une force, mais c'est aussi un cheval de bataille. Donc il se trouve que UPSA, si vous voulez, a 2 sites industriels qui sont basés dans le Lot-et-Garonne, produit 350 millions de boîtes de médicaments par an et a 1700 salariés qui sont donc basés dans le Lot-et-Garonne. Donc c'est vraiment le poumon, je dirais, économique de la Nouvelle-Aquitaine, c'est notre barycentre. Et UPSA est caractérisé par le fait qu'on produit tout en France et on exporte dans plus de 60 pays. Donc moi, par rapport au débat sur le patriotisme, en fait, j'ai une conviction en tant que membre de l'équipe dirigeante d'UPSA Group, c'est qu'il faut trouver absolument un équilibre entre la protection des intérêts nationaux, qui semble essentielle, mais en même temps une ouverture stratégique.
Et ça veut dire quoi, en tout cas, dans le domaine du médicament, et nous, pour UPSA, c'est qu'on doit pouvoir avoir un rôle mondial tout en œuvrant pour la souveraineté sanitaire. Et aujourd'hui, on a un acteur très fort de la souveraineté sanitaire, puisqu'on produit 2 marques emblématiques de paracétamol qui sont Dafalgan et Feralgan, et qu'on est le premier site de production de médicaments à base de paracétamol en France, malgré ce qu'on a pu entendre ces dernières semaines, et on produit 300 millions de boîtes par an. Donc on est en capacité de couvrir tous les besoins, et je vous rassure, il n'y aura pas de pénurie de paracétamol grâce à UPSA. Nous, on est Merci. une ETI. Non, mais c'est important de le dire et de rectifier en fait les choses. Mais on reste une ETI. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est vrai que le patriotisme, on y croit. On développe aussi une stratégie RSE parce que je pense que le fabriquer en France, c'est aussi écologique et ça fait partie de la stratégie de développement durable. Donc on développe une stratégie de circuit court d'approvisionnement, d'achat responsable, mais il faut voir qu'on a des contraintes de marché et qu'on reste une entreprise, on doit être rentable, on doit être compétitive. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans notre situation, nous, UPSA, en tant qu'ETI, nous ne sommes pas rentables sur notre marché français et que c'est grâce à l'export, où on exporte 57% de nos volumes dans 60 pays, qu'on a une équation économique qui tient la route. Donc on voit bien que là, on est vraiment sur un modèle, je dirais, qui n'est pas forcément souhaitable. Et par rapport à ce que vous disiez sur notre engagement, pendant la crise Covid, vous avez vu, il y a des vulnérabilités en matière de médicaments qui se sont révélées, et notamment sur les chaînes d'approvisionnement des principes actifs. Nous, on produit tout en France à partir du moment où on reçoit les principes actifs sur nos sites industriels. Mais aujourd'hui, le paracétamol, par exemple, il n'est plus produit en France depuis 2008. Donc il est produit en Chine, il est produit en Inde, il est produit aux États-Unis. Et donc on a pris un engagement très fort avec les pouvoirs publics qui est de relocaliser le principe actif du paracétamol en France. Donc on y travaille depuis 2021. On investit énormément d'argent dans ce projet, plus de 17 millions d'euros. Et donc demain, on pourra faire notre Dafalgan et notre Efferalgan avec du paracétamol tricolore. Donc on aura du fabriqué en France, de bout en bout, du véritablement 100% français. Mais là où je veux en venir sur la question de la contrainte marché, la question économique, c'est que vous pensez bien que produire un principe actif en France, en plus dans des conditions environnementales qui sont très optimales, donc on aura du paracétamol vert, si je puis dire, ça coûte beaucoup plus cher. Donc comment est-ce qu'on va faire pour résoudre cette équation où on va devoir s'approvisionner sur des principes actifs qui vont coûter 2-3 fois plus cher que si on les avait achetés en Chine, alors que nous, en plus, entreprises pharmaceutiques, on est dans un système régulé où nos prix sont fixés par les autorités. Donc aujourd'hui, on est un peu dans ce dilemme à dire, OK, nous, on joue la carte du Made in France, mais dans ce cas-là, valorisez le Made in France dans les politiques publiques. Ne nous donnez pas des prix qui soient aussi bas. Quand vous achetez votre boîte de Dafalgan, vous l'achetez 2,18 € en officine. Nous, on la vend 76 centimes. Elle sort de notre usine avec 1700 collaborateurs. Et en fait, 76 centimes, ça ne nous permet pas de couvrir nos coûts de production. Donc imaginez quand on va rajouter un coût de principe actif qui sera supérieur. Donc aujourd'hui, vraiment, et moi, c'est un appel que j'ai lancé aux politiques de dire comment dans la politique publique on valorise l'empreinte territoriale, on valorise la production locale, comment on la traduit dans le prix du médicament, mais également toute la fiscalité sectorielle à laquelle on est confronté. Je résume l'heure pour UPSA. Vous produisez en France, ce depuis le début, sans avoir délocalisé. Vous êtes en train d'investir massivement pour relocaliser le principe actif également sur le territoire français. Pourtant, vos ventes sur le territoire français ne sont pas suffisantes pour couvrir ces investissements et ne serait-ce même que le coût de fabrication. Tout cela est possiblement rentable ou à un équilibre grâce à l'international et à l'export. Aucune aide puisque le prix il est fixé par l'État. Et on va rajouter qu'en plus, c'est un médicament, donc vous n'avez pas le droit de dire que c'est Made in France sur la boîte. Parfaitement résumé, Anthony, merci. Difficile, Franck, pardon, je reviens vers vous sur l'observatoire que vous avez réalisé chez Marianne.
difficile aussi parfois d'entendre ce discours et de se dire les entreprises vont être patriotes parce que là, c'est au-delà de la conviction, c'est être rebelle parmi les rebelles. Oui, effectivement, et ça mérite d'être salué. La question qui se pose, que vous avez posée en fin d'intervention, est de savoir est-ce qu'il peut y avoir un traitement particulier pour ceux qui décident de produire Made in France. Vous avez Origine France Garantie, par exemple, qui demande à ce que il y ait peut-être une TVA favorable, particulière, pour ceux qui produisent en France. Vous avez, depuis très longtemps, la plupart des candidats aux élections présidentielles disent qu'il faut un bail French Act, l'idée de faire acheter par l'acteur public, qui est un passeur de commandes très important, eh bien qu'il y ait une priorité pour ce qui est Made in France. Et vous apercevez qu'à partir du moment où vous avez des leviers, des idées qui sont partagées par la droite comme par la gauche, elles butent toutes sur les considérations européennes. Ça ne veut pas dire que ça sera vrai dans 50 ans. Ça ne veut pas dire que l'Europe est incapable de s'amender. Il se trouve tout de même que le génome européen, l'ADN européen qui a fondé les principes économiques du libre-échange, repose sur l'idée qu'on ne peut pas avantager un acteur français et qu'on doit plutôt favoriser les principes de la libre concurrence. Il se trouve que les principes de la libre concurrence conduisent les uns et les autres, sauf peut-être vous, à choisir toujours le coût le plus bas pour être compétitif, non pas par désamour de la France, non pas par apatriotisme, mais tout simplement par calcul comptable. Donc il y a un vrai sujet que vous posez, mais malheureusement, madame, j'ai envie de vous dire, ça fait déjà fort longtemps qu'il est posé. Ça fait déjà fort longtemps que les acteurs du Made in France ont des idées. Ils peuvent vous dérouler un maximum d'idées pour favoriser le Made in France. Il se trouve que ça bute sur des considérations politiques, juridiques et peut-être même idéologiques. Ce qui pose aussi la question de savoir, est-ce que ce sont les grands patrons qui sont patriotes ou non, ou est-ce que les gouvernements successifs ont soutenu ces patrons pour qu'ils soient patriotes? C'est aussi une question que je vais vous poser, Olivier Ducatillon, parce que l'industrie textile, pour parler de façon familière, qu'est-ce qu'elle a pris cher ces 40 dernières années, ces 50 presque dernières années? Elle a pris cher, pas simple d'être un patron patriote. Grand, petit, moyen, patron patriote, en voulant produire en France du textile, en voulant le distribuer. Aujourd'hui, entre le coût des charges, le coût de fabrication, le coût de l'énergie, le coût du travail et en même temps les concurrences déloyales des plateformes qui vendent des vêtements qui ressemblent à des vêtements français, sauf que dans les vêtements qui viennent de très loin, il n'y a même pas de coton. Et que c'est que du plastique. Vaste sujet. Je ne dépasserai pas 45 minutes pour répondre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, le textile a pris cher, il a morflé parce qu'on a subi les délocalisations de plein fouet. Et dans le même temps, et on s'en est rendu compte pendant le Covid, le textile, on a montré qu'il y avait toujours un socle, il y avait toujours des résistants, et il y avait toujours une base textile qui a su se réinventer pour pouvoir fournir des masques à l'ensemble du pays. Le textile, c'est pas que l'habillement. Je tiens aussi à insister là-dessus. Le textile, c'est du textile technique qui se retrouve dans le sport, l'agriculture, la santé, l'aviation, l'aéronautique, l'automobile. Donc il y en a partout dans votre quotidien. Vous avez du textile partout et vous le savez peut-être même pas. Donc il y a une partie du textile qui a su se réinventer sur la base des savoir-faire anciens et on avait une culture textile dans notre pays. Donc ça, on a pu se réinventer grâce à l'innovation, grâce à la création et grâce à des chefs d'entreprise qui se sont toujours remis en cause pour se réinventer. Il y a une partie du textile qui a effectivement souffert. Dès que le pilier ou le seul critère de décision devient le prix, c'est clair qu'on n'est pas compétitif et il faut là trouver des solutions. Donc le patriotisme et les gens qui peuvent aider cette partie du textile qui va mal et en général existent. Je tiens à le préciser.
Et parfois, on a tendance, et quand on voit le classement, j'étais assez content de voir le classement, puisque dans les 5 premiers, vous avez quand même 3 grands groupes de luxe. Et pourtant, du luxe bashing, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, mais moi, jamais vous m'entendrez dire de mal sur ces gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui est fait par tous ces groupes. Et des maisons comme Hermès, comme Chanel, comme LVMH, aujourd'hui, sont des maisons qui ont préservé des savoir-faire, qui ont racheté des sociétés, certes parce qu'elles en avaient besoin, oui, mais elles ont contribué à maintenir ces savoir-faire, à développer, à recruter. C'est pas pour rien qu'elles sont dans le top 5. Et là, on est sur des patrons réellement patriotes, sont d'autant plus patriotes que si vous regardez bien tous ces produits, il n'y en a pas un qui fait la promotion du fait que ce soit fait en France. Donc on ne peut pas leur reprocher d'utiliser ça comme argument marketing. Je viens sur les classifications des patrons patriotes. Il y a 3 choses qui décident dans une entreprise qu'on est patriote ou qu'on ne l'est pas. Et c'est hyper important de savoir d'où vient l'input. Si ça vient de l'actionnaire, du propriétaire, si ça vient du marketing ou si ça vient de la RSE. Si ça vient du marketing, ça a très peu de chances de survivre parce que ça va être souvent opportuniste avec une envie de plaire aux consommateurs ou de redorer un blason ou de donner une image qui n'est pas forcément fidèle à ce qu'on est. Si ça vient de la RSE, c'est en général pour des raisons et des motifs, des motivations qui sont tout à fait louables par rapport à l'environnement et par rapport à la planète. Et les gens de la RSE sont des gens qui sont des gens convaincus, mais ils souffrent énormément pour faire passer ça aux gens du marketing et du commerce. Et ce sont des choses qu'on voit. Dans le textile, l'avantage, c'est que nous, on travaille avec des tout petits et des très grands, et on balaye l'ensemble des typologies d'entreprises. Et c'est pour ça qu'on voit cette classification. Donc, classification 1, les convaincus. Les convaincus, vous savez peut-être même pas ce qu'ils font, mais je peux vous dire que ça part d'en haut, ça ruisselle, là, même passez-moi l'expression, mais en tous les cas, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Une des choses qui aide, parce que pour être patriote, ça veut dire qu'on croit à l'idée de patrie et qu'on fait tout ce qu'il faut pour aider sa patrie. Comment on aide la patrie et comment on aide le Made in France? En créant des emplois en France, en préservant notre modèle social et en préservant la planète. Parce qu'un des arguments majeurs, et je pense qu'une des raisons, dans le textile en tous les cas, mais je pense que c'est valable dans d'autres secteurs, une des raisons d'y croire pour le futur, c'est qu'il y a une obsession chez les industriels, chez bon nombre d'entre eux en tous les cas, à différents stades de maturation, de diminuer l'empreinte environnementale. Chose que vous ne savez peut-être pas, dans ces 40 entreprises qui sont là, mais vous pouvez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup dont le comité de direction a des objectifs et des primes qui sont basés sur la réduction de l'empreinte environnementale. Ce n'est pas basé sur le pourcentage de Made in France, mais sur la réduction de l'empreinte environnementale. Mais il s'avère que si on est tous bien organisés et qu'on va dans ce sens-là, que le Made in France va être le levier essentiel de la réduction de l'empreinte environnementale grâce à notre énergie décarbonée, grâce à certaines matières premières locales. Et ça, il faut jouer cette carte-là à fond. Et c'est pour ça qu'on y croit encore énormément dans le textile, même si on souffre, parce qu'actuellement, on souffre énormément. La deuxième typologie, c'est des gens qui sont des start-up, parce que je vous dis, on travaille avec les grands groupes, mais les start-up militantes, engagées, vous en avez un paquet sur le salon, et je dis bravo. Bravo à eux, ils ont cru, ils ont des convictions, mais malheureusement, les convictions, là, par rapport à la réalité économique des choses, font qu'ils ne vont pas, à eux tout seuls, arriver à bouleverser l'équilibre économique du Made in France dans notre pays, mais on peut saluer. Je vais juste un bémol, c'est que des fois, ils sont trop engagés, trop militants, trop extrémistes, et le Made in France ne passera jamais par de l'intégrisme ou de l'extrémisme. Le Made in France, il faut l'éduquer, il faut y aller par des politiques de petits pas pour faire des efforts à chaque fois qu'on peut faire un effort. Et il ne s'agit pas d'aller stigmatiser. J'entends beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais c'est nul parce que telle partie, elle n'est pas faite en France. » C'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, on ne serait pas capable de tout faire en France. Donc, au contraire, saluons, troisième typologie de patriotes, c'est ceux qui ont un modèle économique qui, a priori, n'est pas facilité, ne va pas être complètement boosté par le Made in France, mais ils essayent. Ils ont envie d'essayer pour montrer que c'est possible et pour dire, moi aussi, je peux contribuer au modèle social, moi aussi, je peux essayer de recréer des emplois. Et ça, c'est des gens, même de tous segments confondus, de la grande distribution parfois, qui font des efforts.
et ils disent que peut-être ils achètent une partie, ils font une partie du process en France et une autre partie ils le font ailleurs. Parce que croyez-moi, c'est pas facile tous les jours dans le textile. Quand vous avez, je vous prends l'exemple d'une chemise, une confection d'une chemise en France, c'est 45 €. En Chine, c'est 5 €. Au Maghreb, c'est 10 €. Au Portugal, c'est 15 €. Donc aujourd'hui, moi, si je suis dans le textile, ben, je préfère vendre un tissu avec du fil français, du tissu français confectionné au Portugal, parce que je vais en vendre un certain nombre. Alors que si je veux absolument me dire, je vais vendre tout fait en France, ben, je vais peut-être pas en vendre du tout ou pas beaucoup. Donc il faut être dosé, il faut que le curseur soit dosé. Et le dernier, les pires, et je vais finir là-dessus, les pires, c'est les alibis. C'est ceux qui utilisent le Made in France comme un alibi. Et ça, c'est juste intolérable. Ce sera les seuls qu'on stigmatisera, les seuls qu'on va essayer de culpabiliser, de dézinguer, passez-moi l'expression. Parce que ça, c'est juste inacceptable qu'on fasse croire à nos clients, à nos consommateurs, qu'on est hyper vertueux, qu'on fabrique en France, qu'on fait tout bien, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et ce sont les mêmes qui vont vouloir lutter dans l'affichage environnemental où on a envie d'être transparent, de dire la vérité sur où on produit, comment on produit, les conditions dans lesquelles travaillent les gens qui produisent. Et ben ces gens-là, ils font tout pour vous faire croire le contraire. Et ça, c'est inacceptable et on doit faire la chasse à ces gens-là. Pour les autres, il faut les encourager. Dès qu'il y a une initiative, il faut l'applaudir, il faut l'encourager parce que ça emmènera peut-être une autre initiative. Et chaque initiative, c'est un emploi en plus. En France, chaque Français consomme 8 kilos de textile. 8 kilos de textile, si 1% de ces 8 kilos, 80 grammes, étaient fabriqués en France de A à Z, si on s'assurait, vous tous ici, d'acheter, c'est pas grand-chose, hein, un chèche, un bonnet, une paire de chaussettes, un soutien-gorge, une culotte, c'est 80 grammes. Si on s'assurait que ça soit fait en France, c'est 4000 emplois créés. Et ça, c'est pas un chiffre que je viens juste de me dire dans le couloir, je vais dire un truc pour me rendre intéressant. C'est une étude qu'on a mandatée, qu'on a financée pour prouver techniquement que ces 80 grammes peuvent amener 4000 emplois. Réfléchissez-y, parce que vous êtes aussi les acteurs du Made in France. N'oubliez pas. On peut applaudir Olivier Ducatillon. Franck, il y a un point qui était important dans la première catégorie énoncée par Olivier Ducatillon, et ça m'amène cette question. Est-ce que finalement l'urgence climatique ne sera pas le vecteur, le sauveur du fabriqué en France, du Made in France, pour justement ceux qui rendent ces critères d'urgence climatique, en tout cas de vertueux? Est-ce que c'est pas ça qui bien sûr, qui nous et à aidera? mon avis, avec deux leviers. Un levier qui est très objectif, c'est-à-dire que à partir du moment où vous produisez plus localement, eh bien vous avez toutes ces chaînes de fabrication qui se raccourcissent. La démondialisation, le raccourcissement des chaînes de fabrication conduit mécaniquement, quels que soient les progrès accomplis en ce qui concerne la production verte, à réduire les émissions de CO2. Et puis il y a un autre vecteur qui est extrêmement important, vous l'avez un peu évoqué, Olivier, c'est la question plus culturelle, plus politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Made in France prend une dimension environnementale, alors qu'avant, elle avait quelque chose un peu cocardier, un peu tricolore, qui m'allait très bien entre nous. Mais à partir du moment où elle prend une dimension verte, elle, je dirais, devient un peu plus à la mode. Et en particulier dans des milieux qui considéraient qu'il y avait toujours une idée un peu de repli derrière le Made in France. C'est pour ça que vous avez, en tant que consommateur, des devoirs d'acheter du Made in France, mais vous avez aussi, en tant que citoyen, l'idée qu'il faut ringardiser le discours des années 90, quoi, qui était de dire, attendez, le Made in France, la protection, ça veut dire qu'on n'est pas offensif, qu'on est reclus, qu'on est recroquevillé, qu'on fait prévaloir le défensif. Tout ça, ça sonne vieux. Leur modernité a vieilli. Et de ce point de vue-là, pour répondre à votre question, Anthony, à partir du moment où entre la question verte dans cette problématique tricolore, effectivement, je dirais je dirais pas la guerre culturelle, mais la dimension idéologique change de nature et la modernise.
Et la modernise. Alors justement, la modernité, on va rentrer en plein dedans. Et ça se passe du côté de Beauvais. La brosserie française, c'est un savoir-faire sur la brosse à dents avec Bioseptile. Et là, sur cette question, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la compétitivité en se disant quand on fait du fabriqué en France, quand on fait du Made in France, il va être compliqué d'être plus compétitif que des produits qui arrivent de très loin. Et alors là, je suis tellement heureux de vous avoir, Olivier Remoissonnet, sur ce plateau pour cela. Parce que quand on a lancé une marque qui s'appelle Les Vertueux cet été pour proposer ces brosses à dents qu'on voit là, qui sont fabriquées à Beauvais, qui sont fabriquées avec un savoir-faire extraordinaire, et j'ai eu la chance de venir dans votre usine la voir, et voir que cette brosse à dents est commercialisée sur un prix public de 99 centimes, ça nous prouve que oui, en France, on sait faire des belles choses, on sait être compétitif. Et donc pour ça, bravo. Merci. Merci Anthony. Oui, effectivement. Déjà, mais tout ça ne se fait pas sans effort. Par exemple, je vous lance sans question. Mais c'est que tout ça n'est pas sans effort. Ça veut dire que c'est aussi une question de vision, c'est une question de long terme. C'est une question de long terme et c'est une question assez macroéconomique de savoir quel monde on veut pour demain. Donc on a fait un vrai tour de force en essayant de réconcilier pouvoir d'achat des Français et Made in France, en essayant de casser la caricature du Made in France qui n'est pas toujours très accessible, et en faisant le pari des volumes. Parce que dans notre phénomène de mondialisation, on a oublié une chose, c'est que les entreprises du Made in France se sont souvent retrouvées sur les marchés de niche, parce que les phénomènes de mondialisation pour les PME, ce n'était pas très accessible. Et en se retrouvant sur ces marchés de niche, on a oublié que finalement, les seules capacités d'investissement sur le long terme, ce sont les marchés de volume qui nous permettent d'absorber nos effets d'investissement. Et donc, on a fait ce pari, nous, de travailler des effets de volume, 500 000 brosses à dents qu'on a décidé de produire cet été et qui vont arriver depuis cette semaine en grande distribution chez les Carrefour, Auchan et Leclerc. Plus de 1700 points de vente qui ont décidé de nous accompagner sur ce produit-là. Et à 99 centimes, on arrive moins cher que les marques internationales et on arrive à concurrencer les marques distributeurs. Donc ça veut dire qu'il y a un bout de chemin qui est fait. Je voudrais rebondir sur les échanges qui nous ont amenés dans ce tour de table pour dire que, de mon point de vue, effectivement, le patriotisme pour les grands patrons, il est très orienté sur le modèle économique de la mondialisation. Et on se pose des questions de positionnement de curseur aujourd'hui. Et si on veut pouvoir se poser des questions de positionnement de curseur, il ne faut pas oublier que derrière la croissance de ces grands groupes, qui font leur renommée et la reconnaissance de la France au niveau mondial, il y a des filières derrière. Et ce sont des filières d'excellence, des métiers qui sont reconnus et qui sont entretenus en France. Et que souvent, ces métiers, ils sont le dégât collatéral de la mondialisation parce qu'on leur demande d'aller former leurs confrères à l'étranger. Et puis, quand les usines disparaissent, ce sont ces métiers qui souffrent en premier. Et donc, préserver nos savoir-faire, ça passe par là. Et je pense qu'il faut qu'on ait une naïveté qui disparaisse sur le sujet parce que quand on veut poser la question sur le patriotisme industriel, pour moi, il y a deux vecteurs qui sont importants. Le premier, c'est le modèle social que l'on veut. Et le modèle social français, il est reconnu partout dans le monde. Tout le monde nous l'envie. On a une protection, on a tout un système avec des amortisseurs partout qui permettent d'amortir les chocs. Et on l'a vu pendant la période Covid, mais on l'a vraiment partout dans tous les systèmes. On nous l'envie et pourtant on ne se le protège pas. Parce que quand on fait ce mécanisme-là, aujourd'hui, moi je fabrique 8 millions de brosses à dents à Beauvais. Il se consomme 200 millions de brosses à dents en France, si je caricature un peu les chiffres. Ça veut dire que je produis 4% des parts de marché français. Avec mes 30 collaborateurs, on est finalement 30 bulletins de salaire qui cotisons sur notre modèle social sur le marché des brosses à dents. C'est-à-dire que sur 200 millions de brosses à dents, il n'y a que 30 salariés en France qui cotisent sur notre système et notre protection sociale. Et donc quand on parle de patriotisme industriel au niveau mondial, il faut se dire si on veut pouvoir jouer en France avec notre modèle social que tout le monde revendique, alors il faut pouvoir jouer à armes égales avec tout le monde. Et qu'on ne se retrouve pas sur des produits qui sont importés dans 96% des cas et qui ne contribuent pas à notre modèle social. Ça m'amène à la deuxième partie de ma démonstration, c'est de se dire, et quand j'entends ma voisine de UPSA qui dit j'ai pas le droit de mettre Made in France sur mes produits médicaments, je me dis qu'on a construit pendant 30 ans un mécanisme. Alors, on précise que c'est parce que, soi-disant, on ne peut pas faire de promotion ou rendre désirable un médicament. Oui, en fait, c'est considéré comme promotionnel, alors que c'est factuel, mais que par conséquent, on ne peut pas le mettre sur les boîtes de médicaments. Mais moi, ça m'ulcère parce que
on a mis pendant 30 ans en place un système propice à la délocalisation, à la mondialisation. C'était la panacée, il y avait un modèle mondial qui était posé dessus. On veut aujourd'hui renouveler avec le patriotisme et donc aussi par ces mouvements la relocalisation. Il faut donc déconstruire ce qui a été notre système administratif qui a favorisé la délocalisation pour favoriser la relocalisation. Ça ne peut pas être juste des opportunités, des volontés d'industriels. Il faut qu'on soit accompagné au niveau étatique pour qu'on favorise cette relocalisation. Je prendrai un seul exemple. Quand on voit qu'on ne peut pas forcément marquer Made in France sur un produit médicamenteux qui est fait en France, et que moi, face à moi, je vais avoir une multitude de marques qui revendiquent soit le drapeau Made in France, soit du Made in France, alors que les produits ne sont pas transformés chez nous, ça veut dire que dans notre système, notre code des douanes est trop permissif et qu'il ne nous permet pas, non pas de nous préserver, parce que je ne veux pas protéger, ce n'est pas du protectionnisme qu'on veut, c'est juste qu'on soit jugé à armes égales. Et quand on dit Made in France, que ce soit du Made in France, c'est la raison pour laquelle nous, on défend Origine France Garantie, parce qu'on veut pouvoir assurer à nos consommateurs que quand il y a un drapeau français et quand il y a un label Origine France Garantie, c'est l'assurance que son acte patriotique, il est engagé et il est assuré. Laure, pour compléter, merci Olivier, je reviens vers vous dans un instant. Laure, cette mention Made in France sur laquelle vous n'avez pas le droit de communiquer sur vos packaging français de médicaments, est-ce que vous pouvez le mettre sur ceux que vous exportez ? On peut le mettre sur ceux qu'on exporte, mais c'est vrai que nous, c'est sur notre marché domestique qu'on souhaite être fort. D'accord. Non, c'est pour ça. Du coup, c'était un argument international. Mais à l'international, de toute façon, la marque française est vraiment très reconnue. Aujourd'hui, on a ouvert le territoire de la Chine et l'excellence française est reconnue. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit parce que je pense qu'il faut un changement de paradigme. Mais un changement de paradigme culturel au niveau des administrations et au niveau politique. C'est-à-dire qu'au niveau politique, l'engagement doit être beaucoup plus fort, beaucoup plus transparent. L'ambition doit être, je dirais, plus explicite. Et au niveau administratif, c'est aussi de refaire cette culture administrative. On sait qu'aujourd'hui, l'administration est quand même à la barre pour un certain nombre de décisions aujourd'hui. Donc il faut aussi qu'il y ait cette acculturation. Mais je ne sais pas, moi, il faudrait peut-être un plan du Made in France qui nous engage sur 5 ans et qui nous emmène dans une voie avec une vraie vision stratégique et une cohérence des politiques publiques. Et en intégrant la dimension écologique et environnementale. Juste pour l'exemple, nous relocaliser notre principe actif en France, on va diminuer de plus de 20% notre empreinte carbone sur nos médicaments. Et ça aussi, on a demandé au pouvoir public que ce soit reconnu dans le prix de nos médicaments. Mais aujourd'hui, voilà, ça prend pas. C'est compliqué. Ça manque pas pourquoi, selon vous? Je pense que... Est-ce qu'il y a un travail des lobbying, des grands laboratoires internationaux? Est-ce que c'est juste un manque de vision politique? Je pense qu'il n'y a pas assez de volonté, une politique volontariste pour développer le fabriqué en France et promouvoir le fabriqué en France dans les politiques publiques du médicament. Est-ce qu'on se cache un peu trop derrière l'Europe? Alors l'Europe, c'est toujours une question qu'on nous objecte. Moi, il se trouve que j'ai fait faire beaucoup d'analyses juridiques, etc. sur la question et que parfois, dans certains cas, l'Europe n'est pas un obstacle et qu'on peut très bien faire et valoriser l'empreinte territoriale, les externalités positives, tout ce qu'on fait pour la cohésion des territoires. Et ça, on peut le prendre en compte, nous, dans la tarification du médicament. Et l'Europe n'est pas un frein. Olivier Ducatillon, vous vouliez réagir? Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire et il y a effectivement un point crucial qui sera facile à faire. Aujourd'hui, on a tous conscience, comme me l'a dit une ex-ministre il y a pas très longtemps, c'était avant l'été, on n'a plus de pognon. Voilà, comme ça, je vous laisse deviner qui ça peut être, mais ça a été dit comme ça, on n'a plus de pognon. Donc il n'y a plus d'argent, mais en revanche, on pourrait être très intelligent à court terme, trouver des solutions. La commande publique, ça fait des années qu'on va pleurer dans les cabinets en disant mais comment on peut être plus malin? Et on en parlait en aparté, on dit on est naïf parfois par rapport au règlement européen, on n'est pas assez street smart, on n'est pas assez malin. Il faut savoir des chiffres, 20% en France des marchés publics, de la commande publique est finalement fléché vers des entreprises françaises contre 60% en Italie ou en Allemagne. On n'est pas plus con que les Italiens ou les Allemands. Donc un moyen, il faut juste être un peu malin dans la manière dont on rédige les appels d'offres. Je pense que c'est en train de bouger, mais là, il faut y mettre un maximum de pression
pour pouvoir y arriver, c'est une solution impérative et indispensable. Et indispensable. On est sur ce thème, les grands patrons sont-ils patriotes? Est-ce que la distribution, elle est patriote aussi? Ce sont des grands patrons à la tête de la distribution, parce que c'est bien de produire en France, mais si personne n'est là pour le distribuer, on a besoin de cette force aussi de la grande distribution. Olivier, c'est quel accueil pour les vertueux? L'accueil, il est très favorable. C'est un vrai accompagnement et ça, il faut savoir le noter. Moi, je pense aussi que c'est mieux accueilli qu'il y a encore quelques années parce qu'il y a aussi une volonté et une demande des consommateurs qui est aujourd'hui plus à l'écoute. On a eu l'habitude, par les années précédentes, d'avoir des flux poussés, c'est-à-dire qu'on disait aux consommateurs, voilà ce qu'il y a à me rendre. Et aujourd'hui, les consommateurs ont décidé de changer et de dire, moi, je veux ça. Et donc, quand dans un linéaire de grande distribution, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de brosse à dents Made in France, et que les consommateurs ont décidé que dans ce linéaire, ils devaient avoir le choix, alors le moment est venu pour nous de dire, on présente nos produits, mais il y a l'accompagnement des distributeurs qui sont là aussi pour nous dire, on vous ouvre les portes. Et il faut reconnaître que chez les distributeurs que j'ai cités tout à l'heure, le temps moyen de référencement, c'est plusieurs mois entre les premières rencontres, les revues d'innovation, les acheteurs et la mise sur le marché. Ils savent aussi se renouveler parce que notre produit qui a été présenté cet été est passé de 400 points de vente à 1700 points de vente en l'espace de 6 semaines. Et donc quand il y a besoin de faire changer les lignes, on se rend compte qu'eux aussi sont en train de bouger parce que les consommateurs le demandent. Le meilleur accueil que l'on puisse avoir et la meilleure confirmation qu'on puisse avoir de ça, c'est l'accueil que l'on a sur le salon avec l'ensemble des visiteurs. Et depuis hier, le Made in France, dont on sait que c'est un sujet de pouvoir d'achat majeur aujourd'hui dans la préoccupation des foyers, les gens répondent présents, il y a du monde sur le salon et c'est le meilleur des indices pour se dire qu'il y a une attente des consommateurs et que les marques doivent y répondre. Et j'en profite, cher Olivier, pour aussi saluer toutes tes équipes à Beauvais, parce que je sais que vous avez cravaché fort cet été, parce que quand les commandes sont tombées, et c'est tant mieux, et merci la grande distribution, en tout cas les distributeurs que tu as cités ont passé commande, il a fallu être très très réactif, et grand coup de chapeau à celles et ceux qui, à l'usine, à tes côtés, ont pu rendre cela possible aussi, parce que pas le tout de faire le produit, mais derrière, il faut le produire. Ouais, merci, ça leur sera transmis avec beaucoup d'émotion, parce qu'ils y tiennent beaucoup, je le sais. Mais c'est ça aussi le Made in France, c'est notre souci de réactivité. C'est de savoir adapter notre outil, de savoir mobiliser nos troupes, d'être capable de mobiliser des heures de travail quand il y en a besoin. Et c'est vrai que ça, c'est un élan et patriotique, puisque c'est un peu notre sujet, mais aussi de générosité. On est là parce qu'on croit en nos produits. Et il y a une de mes collaboratrices qui est passée sur le stand tout à l'heure, qui disait, mais je suis super fier de voir les produits que j'ai fabriqués il y a encore 3 semaines. Voir un accueil comme ça auprès du grand public, c'est la meilleure des récompenses quand on fabrique un produit qui est directement vendable en magasin. Eh ben nous, on est fiers de vous. Merci à tous les 4. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités, que ce soit Laure, d'UPSA, Olivier, pour les vertueux, Biosepti de la brasserie française, Olivier du Catillon ou Franck de Dieu? On a été très clair? Vous n'avez pas de questions? Alors peut-être que moi je peux vous dire un mot, c'est que depuis hier, les allées sont pleines à craquer. Ça veut dire que... Ah si, une question? Ah ben pardon, j'arrive. Et que les allées sont pleines à craquer et ça fait du bien et c'est encourageant parce que si le Feu en France fonctionne, c'est grâce à vous, si vous les achetez. Ça va bien? Bonjour Anthony. J'ai une question. Donc, on a parlé de patrons donc, patriotes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour que les salariés eux-mêmes soient quelque part aussi patriotes que leurs patrons et qu'ils soient du coup à leur tour ambassadeurs des produits qu'ils fabriquent? Qui veut prendre la question? Laure? Oui, enfin, je trouve que c'est une excellente question en fait. Et souvent, je dirais que l'impulsion, elle vient des salariés. Parce que comme ce qui a été dit, les salariés, ils sont très fiers de produire en France. Ils sont fiers de voir leur engagement récompensé. Et donc, c'est du bottom-up. C'est-à-dire que c'est aussi les salariés qui vont influencer la politique de l'entreprise et faire en sorte qu'on va être de plus en plus patriote et faire des arbitrages qui soient en faveur justement des intérêts nationaux. Donc je dirais que c'est dans les deux sens. C'est à la fois un engagement du dirigeant d'entreprise qui est très important sur le maintien du produit en France, enfin pour nous UPSA, mais en même temps nos salariés qui nous portent, parce qu'aujourd'hui c'est nos 1700 collaborateurs qui forgent
UPSA et ce qu'UPSA sera demain, et qui sont justement capables de réagir. On parlait tout à l'heure d'agilité, de réactivité. C'est vrai que produire en France, c'est avoir une grande capacité de réactivité. Nous, on l'a prouvé pendant le Covid et on était en première ligne. Il n'y a pas eu de rupture de nos médicaments parce qu'on avait nos 1700 collaborateurs qui étaient mobilisés. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Cette conférence était organisée avec Marianne, partenaire de ce salon du Made in France. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction. À vous le mot de la fin, le mot de conclusion. Oui, le mot de conclusion, c'est rebondir sur ce que disait Madame à l'instant, sur le changement de paradigme. Effectivement, on a passé en revue au cours de cette conférence à la fois les patrons, les salariés par la question de monsieur et les consommateurs. Il se trouve que ces trois-là, par rapport au Made in France, je dirais, ont des excuses, ou du moins sont confrontés à des obligations qui proviennent de leur propre modèle. Vous avez le patron qui doit être compétitif et qui est tenté d'aller voir ailleurs. Vous avez le consommateur qui est contraint par un pouvoir d'achat qui l'amène parfois à consommer Made in France, mais quand même au quotidien consommer là où c'est moins cher. Et puis vous avez des salariés qui sont à la fois consommateurs. Bon. Et donc je crois que quand vous parlez de changement de paradigme, c'est une question véritablement, je dirais, structurelle. C'est une question systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas culpabiliser les uns ou les autres, ou leur créer des devoirs spécifiques, peut-être dans leur vie quotidienne. Mais il y a le cadre juridique et politique qui doit conduire au Made in France. C'est-à-dire changer les règles. Et ne pas simplement se fonder sur la bonne volonté des uns ou des autres. Parce que la bonne volonté et l'exhortation au Made in France, ça a des limites. En plus, ça culpabilise les uns ou les autres. Et donc, on s'aperçoit en y réfléchissant, quels que soient les acteurs, même si le consommateur, le patron et le salarié ont partie liés. Et que justement, je dirais, ils sont tour à tour l'un et l'autre. Et c'est ça qui fait qu'on crée une société, que c'est la chose publique, c'est la République. Il faut pour cela changer le cadre d'analyse, le cadre politique. C'est pour ça que ce sujet est un sujet, je dirais, de nature systémique. Il est un sujet hautement politique. Et il en revient, je dirais, aux décideurs, aux politiques, aux élus, de savoir comment faire, et pas simplement aux acteurs. Merci beaucoup Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On peut l'applaudir, on peut applaudir tous nos intervenants. J'ai vu que des questions sont arrivées après, ça tombe bien, nos intervenants restent sur le salon. Le salon, c'est jusqu'à lundi, donc vous pourrez les interroger. Ce palmarès, cet observatoire est à retrouver dans ce numéro de Marianne qui est actuellement disponible. Et le kiosque est à 10 mètres, derrière vous, derrière moi. Exactement. Et toutes les équipes de Marianne sont là pour vous informer. Abonnez-vous, c'est plus simple. Hein, c'est le plus pratique. Beaucoup plus simple et c'est pas cher. Plus simple et c'est pas cher. Voilà, le Made in France, il est compétitif parce que le magazine est imprimé évidemment en France. Bien sûr. Merci. Les vertueux, on se brosse les dents pour 99 centimes, comme quoi ça coûte pas plus cher de sourire. On va se retrouver dans quelques instants. On est en direct, c'est fait en France la télé par Origine France Garantie. C'est le MIF Expo. À tout de suite.